Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast d'Amarante International, les rencontres de l'Indo-Pacifique. Pour ce 7e numéro, nous mettons cap plein Est pour dépasser l'ensemble sud-est asiatique et explorer un espace pacifique aux antipodes de la France métropolitaine. Nous recevons aujourd'hui Éric Frécon, qui est basé à Singapour, enseigne auprès du Command and Staff College des Royal Brunei Armed Forces. Il est par ailleurs chercheur associé auprès de l'Institut sur l'Asie du Sud-Est contemporaine, IRASEC, de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, IRSEM, ainsi que de l'école navale. Il a récemment notamment coordonné le dossier Le Pacifique, nouveau pivot géopolitique mondial dans Diplomatie en mai-juin 2022. Il a également écrit The China Factor in France's Growing Engagement in the Peaceful Sea avec le chercheur Zhang Donghua dans The Interpreter du Lowy Institute en Australie. En outre, il a récemment effectué 2 visites de recherche en zone Pacifique. Le premier en Australie et le second en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu. Et c'est à ce titre que nous avons l'opportunité de le recevoir aujourd'hui afin d'aborder les grands enjeux stratégiques et de sécurité dans l'océan Pacifique. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, peut-être pouvons-nous commencer notre entretien en revenant avec vous sur les caractéristiques de cet espace pacifique composé de micro-États au centre de l'attention de grandes et moyennes puissances, comme nous allons le voir ensuite. Oui, alors, bienvenue dans le Pacifique. Moi, je suis à Singapour, mais porte d'entrée vers plus loin vers l'Est, vers le Pacifique. Alors d'abord, grand merci à nouveau pour l'invitation. Pour ce qui est du Pacifique, donc pour répondre à votre question, alors parfois c'est assez frustrant parce que c'est un peu la face cachée et de la géopolitique mondiale et de l'Indo-Pacifique, surtout en particulier. Il n'y a qu'à voir les planisphères. Bon, chez nous en France, qui vont de la gauche à l'Amérique du Sud jusqu'à droite, jusqu'à l'Australie, mais finalement le Pacifique, il est derrière et on voit rien. Et puis c'est un peu pareil, c'est un sentiment que j'ai, très personnel, mais dans la recherche française, en termes de sciences politiques et plus précisément de relations internationales, on a peu de chercheurs finalement qui travaillent sur cette région. Alors, on en a des excellents, Semi Alouardi à Papeete, on a Sarah Mohamed Gaillard aussi qui travaille peut-être plus sur la Nouvelle-Calédonie et puis sur le monde océanien d'une perspective historique. On n'a pas Comillet aussi, mais disons qu'on n'a pas grand monde. Il n'y a qu'à voir en termes de think tank aussi, il n'y en a pas, il y a un peu un trou. Et puis même, je regardais l'autre jour les cartes des UMIFRE. Alors les UMIFRE, c'est des instituts, unités mixtes de recherche, enfin bref, des instituts coordonnés gérés par le ministère des Affaires étrangères. Il y en a 27 dans le monde. Et ben, il y en a 0 dans le Pacifique, même en incluant l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc c'est un peu dommage. Alors on pourrait évoquer la tyrannie des distances. Alors c'était le titre d'un bouquin sur l'histoire de l'Australie, mais c'est vrai que ça aide pas. Alors qu'en fait il se passe des choses dans le Pacifique. Alors pour le décrire, souvent en ère culturelle, d'un point de vue culturel, on distingue la Micronésie un peu plus au nord. Avec, je sais pas moi, par exemple, les îles Marshall, la Fédération des États de Micronésie aussi, Palau, tiens, aussi, pas loin des Philippines. On a ensuite la Mélanésie, avec Papouasie-Nouvelle-Guinée, je sais pas moi, Salomon, Fidji, Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie en fait partie. Et puis on a plus à l'est la Polynésie française, la Polynésie, dont la Polynésie française, Tuvalu, etc. Alors certains diront que c'est un découpage un peu colonial, un peu à la serpe, peut-être, mais au-delà de ces questions culturelles, ça a un intérêt aussi, donc géopolitique, parce que, alors on est au cœur de la division Chine versus, ou Pékin versus Taipei, République populaire de Chine, République de Chine, avec Taïwan. On avait un petit vivier d'États qui soutenait encore Taïwan, mais bon, comme une peau de chagrin, ça baisse un petit peu. Il y en a de moins en moins. En 2019, Île Salomon et Kiribati, alors ça s'écrit Kiribati, mais je crois qu'on dit Kiribati, ont retourné leur veste et maintenant soutiennent
soutiennent Pékin, mais certains disent qu'en cas de conflit, alors ça, c'est de la prospective à laquelle j'adhère pas toujours, mais en cas de conflit, on pourrait imaginer que ça pourrait perturber l'acheminement d'aide, de soutien, une attaque à revers ou que sais-je, si effectivement il y avait une présence de Pékin dans cette zone. Et puis d'autres vont même jusqu'à voir, si vous regardez la carte, une diagonale. Effectivement, si on prend tous les États qui maintenant soutiennent la Chine, cette diagonale un peu mélanésienne avec Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, le Vanuatu, les Fidji, puis les Tonga, donc du nord-ouest au sud-est, et ben ça ferait comme une sorte d'endiguement vis-à-vis de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Donc ça inquiète aussi certains stratèges. Et puis, alors, ce Pacifique, pourquoi s'y intéresser? Bon, il y a des questions culturelles, Chine-Taïwan. En fait, c'est pas si vite que ça. On a certes 1% de la population, mais ce 1% de la population représente 6,7% des votes à l'ONU. Donc, ce qui explique aussi les ambitions de la Chine sur ces États-là pour essayer de les convaincre ensuite à voter pour eux. On a aussi des pays naufragés face à la remontée du niveau de la mer, aux cyclones. Le Vanuatu, par exemple, a 3 cyclones de catégorie 5 en 7 mois. Donc, je crois que cet été, quand on était chez eux dans l'hémisphère sud, c'est un été El Niñesque, donc ce qui aggrave en plus la force des cyclones. Et puis, au-delà de ces États qui sont en mode de survivance environnementale, il y a la ZEE, parce que bon, ça reste quand même pour l'essentiel de la mer, et puis beaucoup de zones économiques exclusives. Alors, ce n'est pas des zones de souveraineté. Les États ont des droits souverains sur les ressources. Mais ces ressources, c'est par exemple c'est du poisson. Je crois que dans le Pacifique, il y a la moitié des stocks de thon. C'est aussi tout ce qui est nodules polymétalliques, vous savez, toutes les terres rares, etc. Parce que maintenant, il y a un grand débat sur l'exploitation minière des fonds marins. Alors, là, il y a un moratoire. Il y a eu des réunions en août, je crois même en septembre, pour essayer de prolonger ce moratoire. Mais certains voudraient pouvoir, au contraire, exploiter ce qui sont des ressources, même pour ces micro-États. Moi, il y a un État qui me fascine là-dedans, c'est Kiribati, justement. Kiribati, donc un État dont on n'a jamais entendu parler, c'est 3 millions de kilomètres carrés de Z découpés en 3 zones, mais c'est énorme. Donc, beaucoup de ressources, points de passage, et puis, l'air de rien, mitoyen de territoires rattachés plus ou moins directement aux États-Unis et de la Polynésie française. Donc là, on a appris qu'il y avait la Chine était propriétaire ou avait fait main basse sur une des principales pistes d'atterrissage du pays. Donc forcément, ça peut inquiéter. Et puis, il y a les câbles. Je termine avec ces câbles. Je me rappelle d'une tentative chinoise pour faire passer un câble de Chine à l'Amérique du Sud via la Polynésie française. Alors, la Polynésie française ne savait pas. Bon, finalement, c'est un câble japonais, je crois qu'il passe par la Nouvelle-Zélande. Mais bon, Google aussi propose un nouveau câble pour offrir de la redondance parce que les Tonga, là, quand il y avait eu le volcan, qu'il y avait l'éruption du volcan, c'est quand, parce que le temps passe vite, 2022, je crois, bon, bah, le pays a été isolé pendant un petit moment parce qu'on est très dépendant de ces câbles par lesquels passent toutes les informations. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il se passe des choses dans le Pacifique. Et le meilleur exemple, c'est que les États-Unis et Pékin s'y intéressent. Donc si eux s'y intéressent, je veux dire, on aurait plutôt intérêt à s'y intéresser aussi. Vous voyez la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pareil, un pays dont on ne parle pas tous les jours. Quand même, s'ils sont succédés le ministre des Affaires étrangères chinois en 2022, Biden devait y aller. Bon, il a été retenu pour des affaires politiques intérieures, mais Blinken y allait. Emmanuel Macron, le président français, y allait aussi. Vous avez des navires hôpitaux chinois américains qui visitent toutes les îles. Donc le Pacifique, finalement, bon, qu'il reste pacifique, mais bon, il se passe pas mal de choses. Ah bien, écoutez, Eric, vraiment merci pour ce tour d'horizon. Comme vous le soulignez, c'est une zone qui est un peu lointaine au sens figuré au sens propre du terme, en termes d'analyse et de recherche. Eh bien, vous avez nommé la Chine à plusieurs reprises dans votre développement. Eh bien, allons-y et parlons justement de l'influence chinoise et de ses forces ou faiblesses dans le Pacifique. Alors, j'ai l'impression que c'est exagéré par les uns, minoré par les autres. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés de compréhension et pouvoir vraiment concevoir vraiment la présence chinoise dans le Pacifique? C'est intéressant ce que vous dites, et c'est là où peut-être mon expérience de l'Asie du Sud-Est peut être
pertinente parce qu'on a eu effectivement tous ces discours sur l'Asie du Sud-Est et je les vois arriver pareil sur le Pacifique avec toujours, moi j'ai souvent, et j'en parle aux étudiants, cette idée de Knock, vous savez, cette pièce de théâtre où finalement ce médecin qui essaye de convaincre que ses patients vont mal, bon, pour son propre business. Bon, alors là, c'est un petit peu ça. Donc c'est dur, effectivement, parce que dès qu'on veut nuancer, poum, on bascule pro-chinois. Si on ne veut pas nuancer, on tombe dans la psychose ou la parano. Donc c'est vraiment, on marche sur une corde. Donc les faits, rien que les faits. Alors, grand 1, oui, grand 2, mais j'ai envie de dire, grand 1, oui, c'est vrai, il y a toutes les raisons d'être inquiet, ou en tout cas de se poser la question. Alors, au-delà de la question de vous savez, des 1, 2, 3 chaînes deal chinoises, ou même, j'avais vu la vulnérabilité de Guam, par exemple, maintenant, des tirs de missiles de la part de la Chine. Mais si on parle simplement des activités chinoises dans le Pacifique, on a une liste qui relève des zones grises, vous savez, de cette fameuse guerre hybride, des zones grises de la political warfare. Il y avait eu cette anecdote en 2018, quoi, surréaliste, sommet de l'APEC, donc, Asia Pacific Economic Forum, où on a eu des représentants chinois qui voulaient s'inviter dans le ministre des Affaires étrangères, je crois, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, du pays hôte, parce que bon, ils n'étaient pas satisfaits, etc. On appelait ça la tantrum diplomatie, la diplomatie du caprice. Et bon, il avait fallu les sortir. Donc, cette idée que la Chine se croyait chez elle. On a eu cette lettre du président de la Fédération des États de Micronésie, pareil en 2019. Alors, un pays qui soutient la Chine, mais dans sa lettre, il expliquait justement toutes ces petites ingérences chinoises ou ce fait de toujours se faire escorter par des diplomates chinois quand lui-même était en déplacement. Et donc, ça relevait encore une fois de cette political warfare. Les îles Salomon sont un très bon exemple. On a eu une visite du Premier ministre à Pékin qui s'est conclue, je crois, par 9 accords sur la 5G, sur un port aux îles Salomon, sur un stade. Bon, le stade, c'était là pour les Jeux du Pacifique, des accords miniers, l'envoi de forces de police aussi. Donc, c'est là où ça bug un petit peu. Qui sont ces policiers, en fait, qui viennent aux îles Salomon? Vont-ils ne faire que rester, que former ou rester à plus long terme? Donc, ça, c'était suite à un accord Chine-Salomon sur des questions de sécurité. Ensuite, il y a eu des hauts fonctionnaires chinois qui sont venus en octobre aux îles Salomon. Et ensuite, le Premier ministre des îles Salomon s'est fait porter pâle et ne s'est pas rendu au sommet des États-Unis. Donc voilà, donc ça faisait un petit peu beaucoup. Au même moment, pas au même moment, mais récemment, on a eu les îles Fidji, vous voyez, pareil, qui voulaient signer une lettre de soutien pour les Ouïghours. Finalement, ils se sont rétractés. Donc, bon, et pourquoi? Bon, regardez, suivez mon regard. Quand vous allez dans tous les pays, là, donc on était au Vanuatu, mais c'est pareil dans beaucoup de pays, on a une liste de bâtiments construits par la Chine. Vous avez des chercheurs comme par exemple Anne-Marie Brady, qui est basée en Nouvelle-Zélande, qui suit ça de près et qui nous faisait la liste de tous les bâtiments, parlements, centres de congrès, etc., bâtis par les Chinois. Donc, oui, la Chine est très active. Et puis, même s'il fallait, au-delà de cette political warfare ou des zones grises, il y a eu des exercices de porte-avions chinois fin 2022, mi-2023, et puis là, en novembre de 2023 aussi. Donc, ils sont très, très actifs. Mais, moi, je me permets quand même c'est pas de jouer à Saint-Thomas, mais les bases chinoises, je les cherche encore dans le Pacifique. On nous en a parlé. Alors, il y avait Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y avait eu ce quai au Vanuatu, il y en avait eu plusieurs. Il y avait eu même Ao en Polynésie française, je veux dire, sous le nez d'Al Paci, l'amiral en charge des forces françaises pour l'Asie-Pacifique. Bon, ça a été un peu gros, mais à la fin des fins, bon, il n'y a pas de base, chinoise. Je me rappelle de ce documentaire sur Arte qui parlait d'annexion chinoise du Pacifique. Bon, il n'y a pas d'annexion chinoise, de superpuissance navale chinoise dans le Pacifique. Oui, c'est une superpuissance navale, mais dans le Pacifique, je ne suis pas sûr. Et puis, qui sont ces acteurs chinois qui interviennent? Acteurs privés, publics? Est-ce que c'est pour des motivations stratégiques guidées de Pékin ou est-ce que c'est pour simplement du business aussi? Donc, ça, on ne sait pas bien. Puis, surtout, il y a la question aussi de la qualité des installations qui ne sont pas très bonnes, en fait. Même Anne-Marie Brady nous parlait des trous dans le toit, du stade qui n'était pas aux normes, qui ne pourrait pas être réutilisé. Donc voilà. Et en plus, il y a un ressentiment des populations locales, parce que les Chinois viennent avec leurs propres travailleurs, aucun effort d'intégration, limite, donc ils prennent les emplois des locaux.
Et vous avez, donc vous l'avez cité, je n'aurai jamais le même accent, mais Deng Zhenghua, celui avec qui j'avais écrit ce papier, qui, là, il a ressorti un article sur le ressenti, non pas des hommes politiques, mais des populations locales, et qui, en fait, sont très, très sceptiques vis-à-vis de cette ingérence chinoise. Donc, que ce soit les populations ou même les ONG, elles sont encore euh, méfiantes. Et c'est pour ça, ça m'évoque, donc je boucle la boucle en parlant de l'Asie du Sud-Est, mais Evan Laxmana qui me parlait, qui me disait, tu sais, faut pas non plus nous sous-estimer. Je veux dire, on sait où est l'ingérence, où ça commence, où ça s'arrête. Donc, oui, il y a peut-être des corrompus, mais après, on en reparlera peut-être plus tard, mais ça reste des États très, très pragmatiques. Mais après, encore une fois, en voulant nuancer, je voudrais pas faire croire que la Chine ne fait rien. Non, elle reste très active. Hein. Oui, bah, je rebondis vraiment là-dessus en disant, bah, vous n'êtes pas le seul finalement, et il n'est qu'à observer la forte activité d'influence américaine auprès des États du Pacifique. Et j'aimerais vous demander justement quel est un peu l'éventail des moyens utilisés par Washington afin de consolider, de renouveler, de rénover finalement sa position dans la zone face à cette influence chinoise même si vous l'avez fait, vous avez équilibré, elle demeure tout de même. Non, elle demeure tout de même. Et donc, ça perturbe forcément les Américains. Donc, alors moi, j'ai du mal à appeler ça guerre froide, peut-être plus grand jeu, enfin bref. Mais cette bipolarisation, hein, qui est souvent le point de départ, mais qui, à mon avis, ne devrait pas être forcément le point d'arrivée de la réflexion. Alors, le problème des Américains, c'est que bon, il n'y a pas de doute sur leur investissement à Hawaï et puis encore, par exemple, à Guam. Mais il y a le souvenir de l'Afghanistan et l'Irak, le souvenir de Donald Trump. Et donc, on ne sait pas ce qu'il en sera des prochaines élections. C'est que dans les sondages, non pas nationaux, mais dans les États clés, Trump s'en sort plutôt bien ces temps-ci. Cette question du pivot asiatique, mais donc pivot asiatique plutôt vers l'Asie du Sud-Est, vers l'Asie du Nord-Est ou vers le Pacifique, on ne sait pas. Et puis le problème des États-Unis, de l'Occident en général, c'est toujours ces accords, mais après, sous condition, c'est-à-dire, oui, mais respect des droits de l'homme, respect de l'environnement, etc., etc. Alors, il y a plusieurs tentatives aujourd'hui. Alors, en ciblant que le Pacifique, hein, parce qu'on pourrait remonter à toutes les initiatives indo-pacifiques. Là, il y avait par exemple ce Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, où finalement, il n'y a que les Fidji du Pacifique qui en font partie, beaucoup d'États d'Asie du Sud-Est, mais du Pacifique, pas beaucoup. Il y a le Quad aussi, mais là encore, c'est pour des grandes ou moyennes puissances sans États du Pacifique. Alors, dans le Pacifique, il y a eu cette tournée d'Anthony Blinken, donc en juillet, dont je parlais. Il y a des ouvertures d'ambassades. Tonga, c'est déjà fait. Vanuatu, ça fait pas mal de temps qu'ils la préparent, mais ça devrait venir incessamment sous peu. Et puis, bien sûr, il y a eu AUKUS, donc cet accord-là, Australie, États-Unis, Royaume-Uni. Bon, pas besoin de développer. Et puis, avec un volet peut-être moins connu, ce Partnership in the Blue Pacific, Partners in the Blue Pacific, POB, ils appellent ça. Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça AUKUS bis, mais ça permet de rajouter dans la charrette des pays comme Nouvelle-Zélande, Japon, par exemple. La France, je crois qu'on lui avait proposé, finalement, elle n'est qu'observatrice, mais le souci, quoi, si je peux me permettre, c'est que, encore une fois, parce que le néocolonialisme, c'est un mot qu'on entend, hein, qui revient dans la région. Et encore une fois, remettre une nouvelle initiative sans vraiment associer les États de la région, ça peut être ennuyeux. Alors, les États-Unis essayent de plus en plus, et notamment, il y a eu 2 sommets à Washington entre les États-Unis et les pays du Forum des îles du Pacifique. Le dernier, c'était là, en début novembre, et étaient d'ailleurs notamment présents les chefs de l'exécutif de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Mais le problème, donc oui, il y a des efforts, et peut-être qu'ils réalisent qu'il faudrait en faire plus auprès des États de la région, des petits États, mais
j'ai l'impression que les populations ne sont pas dupes, en fait. Alors, déjà, il y a là aussi quelque chose qu'il faut intégrer, qu'on oublie parfois, mais c'est le souvenir prégnant des essais nucléaires, parce qu'en termes de santé publique, etc., il y a encore des souvenirs physiques qui existent, notamment dans le fameux atoll de Bikini, là, pour les États-Unis, dans les années 40, dans les années 40-50. Et puis, quand on regarde les commentaires des articles sur les réseaux sociaux, on voit bien que annonce de telle visite de parlementaires américains ou de tel secrétaire d'État. Et en fait, ils disent, attendez, vous nous l'avez déjà fait, donc chat échaudé, voilà. Maintenant, on va être méfiant. Et un des exemples, par exemple, moi, je pensais que ça serait, j'allais dire smooth, en tout cas simple, facile. Il y a la renégociation, par exemple, actuellement avec des États librement associés. Vous savez, Palau, île Marshall et justement la Fédération des États de Micronésie. Et j'ai Oui, d'accord. l'impression, vu de l'extérieur, que ça traîne un peu en longueur. Il y avait encore une réunion fin septembre. Et alors, après, parce que finalement, la France est aussi État du Pacifique. Euh, alors, il y avait eu cette anecdote où Al-Passi, justement, l'amiral en charge du Pacifique, qui était invité à Hawaï, mais c'était il y a très longtemps. Hein. Il y avait dans un amphithéâtre tous les drapeaux des États du Pacifique. Manquait celui de la France, ce qui quand même. Donc, ça, devant Al-Passi, ça passait pas. Mais finalement, malgré AUKUS, les relations sont encore très bonnes. La France participe souvent, toujours et beaucoup à l'exercice annuel, biannuel, RIMPAC, des États-Unis. Et puis, il y a une grande coopération, même opérationnelle, au jour le jour, des échanges, et même des relations personnelles d'amiral à amiral qui montrent que, bon, voilà, finalement, la relation est encore très forte. Bien, ben, écoutez, en effet, au cours des deux dernières questions, on a pu voir que c'est une rencontre entre deux puissances, deux grandes puissances qui se jouent là dans le Pacifique. Mais on va, disons, parler à notre juste place de Français. Ça ne doit pas masquer l'influence que peuvent avoir à leur mesure, justement, la France et l'Australie dans le Pacifique. On a d'ailleurs l'impression, et vous l'avez abordé dans votre précédente réponse, qu'entre Paris et Canberra alternent le froid et le chaud. Et est-ce qu'on peut déceler par là des signes d'une rivalité régionale entre la France et l'Australie? Oui, alors sujet passionnant là aussi, post-AUKUS. Mais alors si je peux me permettre, je me permets un petit détour par en fait les premiers concernés, les États de la région, et ce qui nous permettra justement d'aborder le cas de la France et de l'Australie. Oui, Pourquoi? Parce qu'en fait, ces petits. Alors, je me permets de dire les petits États. Alors, les PIC, souvent Pacific Island Countries, tous ces micro-États. Simplement, pour revenir, être au clair que, comme je le disais, c'est des États qui sont très, très pragmatiques, en fait, avec leurs propres défis. Et ils veulent surtout pas se lier les mains, donc soit avec la Chine, soit avec les États-Unis. Par exemple, il y avait eu une fin de non-recevoir de la part de toujours ce même État, de Fédération des États de Micronésie, en mai 2022, devant une proposition de coopération très séduisante de la Chine. Et donc voilà, il y avait cette lucidité qui leur disait non, on ne veut pas se lier les mains. Quand on était au Vanuatu, justement, on est allé au Pacific Fusion Center, donc qui traite de sécurité maritime, et le directeur, là aussi, tenait à dire, attendez, nous, on ne veut pas faire des choix qui nous obligeraient vis-à-vis de qui que ce soit. Et il disait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est ravis de travailler avec l'Union européenne. Puis en plus, c'est dangereux parce qu'il y a pas mal d'alternance. Bon, on va en parler avec l'Australie, ce qui fait que ça peut changer. Mais au Vanuatu, par exemple, vous voyez, rien que dans le mois de septembre, ou depuis septembre, en tout cas, ils ont eu 3 premiers ministres. Donc, ambiance un peu quatrième République. Donc, ça se succède. Et puis, là aussi, là où c'est très compliqué dans ces États, donc un peu pour prolonger la précédente question et puis ensuite embrayer sur la réponse. Vous voyez, on parlait de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, soutien de la Chine, oui, mais le mouvement autonomiste de Bougainville, plutôt Taïwan. Les Salomons, soutien de la Chine, oui, mais il y avait cette province de Malaïta, je prononce peut-être mal, mais qui soutenait plutôt Taïwan. Et là, d'ailleurs, le chef de cette province
victime de political warfare, est parti puis est revenu. C'était tout un épisode. Là-dessus, je vous renvoie aux travaux, par exemple, de Cléo Pascal, qui suit aussi de très près toutes les ingérences chinoises dans la région. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que dans ce contexte, comme en Asie du Sud-Est, eh bien, ces États peuvent être séduits par une troisième voie. C'est là où je voulais en venir, que par leur pragmatisme, parce qu'ils le passent les mains, ah bah tiens, s'il y a un État qui vient nous proposer autre chose, je veux bien. Alors, donc, il y a plusieurs options, et c'est là où on arrive à la réponse. Alors, il y a ce qu'on appelle les middle rank power, donc c'est une puissance de second rang. Alors, il y a la Corée du Sud, qui est aussi active Pacifique et dans le Indo-Pacifique. Là, Antoine Bondas en saura certainement plus que moi. Le Japon aussi, il faudrait voir avec Valérie Niquet aussi. Le Japon, par exemple, qui vide ses eaux, je ne sais pas comment appeler ça, les eaux usées de ses centrales nucléaires dans le Pacifique. Donc là, ça pose un peu souci. Mais voilà. Il y a l'Inde. L'Inde, on n'en parle jamais, mais donc Cléo Pascal, tiens, j'en parlais justement, mais aussi Akash Saou, qui est avec nous au Vanuatu, a écrit là-dessus, l'Inde dans le Pacifique. Et puis, on y vient l'Australie. Alors, l'Australie, personnellement aussi, j'apprends à connaître, parce que là aussi, hein, en termes de Sciences Po, relations internationales sur l'Australie, il n'y a pas grand monde. Mais alors, l'Australie, d'abord, c'est pas simple pour elle dans la région, déjà avec la Chine, à cause de l'accord d'AUKUS, forcément, qui est directement visé, qui vise directement la Chine. Toute cette campagne d'avertissement, d'alerte sur l'ingérence chinoise, par exemple, un institut comme ASPI, très actif sur le sujet depuis Canberra, ils sont à Canberra, à cause de tous les instituts Confucius, les ingérences dans les universités notamment. Il y a eu des incidents en mer de Chine de l'Est, là, avec cette affaire de sonar, vous en avez entendu parler, qui aurait blessé des plongeurs australiens. En mer de Chine du Sud, il y avait eu cette affaire de laser pointé vers un patrouilleur maritime l'année dernière. Et puis, vous voyez, je parlais de ces policiers, entre guillemets, on ne sait pas bien qui ils sont, s'ils vont rester longtemps au Salomon. Mais l'Australie a aussi décidé d'envoyer soutien policier aux îles Salomon. Donc, comme s'il y avait un marquage à culotte vis-à-vis de la Chine. Et puis, donc, c'est là où il y a un peu de tension avec la Chine. Et puis, avec les pays de la région, un peu de tension, je ne sais pas, parce qu'il y a eu cet accord là très récent avec Tuvalu. Passionnant, parce que c'est un accord pour offrir l'asile climatique en Australie, mais en échange, possibilité d'ingérence dans les questions sécuritaires du pays. Et certains criaient, encore une fois, au néocolonialisme, en se disant, mince, c'est quoi cette ingérence? C'est pas possible. Donc, comment vont le prendre les pays de la région? Je ne sais pas. D'autant plus qu'il y a eu ce dernier référendum là en Australie, et justement pour donner plus de reconnaissance aux aborigènes, et c'était un levier très important pour la diplomatie des First Nation diplomatie de la ministre Wong australienne dans le Pacifique. Et là, il y a eu un non. Donc là, forcément, ça ne va pas aider. Donc j'ai envie de dire temps mort pour l'Australie, mais encore une fois, nuançons. Vis-à-vis de la Chine, il y a eu cette visite du Premier ministre en Chine il n'y a pas longtemps, là en novembre. Et puis, l'air de rien, quand on parle de fait, il y a le commerce. Je voyais là que le commerce, la Chine est le partenaire numéro 1 de l'Australie, que ce soit pour les importations ou pour les exportations. C'est un tiers du commerce australien. Pour la Chine, l'Australie, c'est le 5e source d'importation et le 10e destinataire pour les exportations. Donc, il y a des liens qu'on ne pourra pas nier. Pour ce qui est des liens avec les pays de la région, eh bien, l'Australie propose d'organiser la COP 31, je crois que ça sera en 2026. Donc, ça serait très bien. Et puis, donc, avec la France, on y vient. Alors, c'est vrai que la France n'a jamais été, et l'Australie, c'était peut-être une erreur d'ailleurs au moment des contrats des sous-marins, de se voir un peu comme vous savez, les BFF, les Best Friends Forever avec l'Australie. On ne fera jamais partie de l'anglosphère ou quoi que ce soit. Et puis, il y a un manque de connaissances sur l'Australie qui a été criant. Mais encore une fois, il y a toujours eu des liens, même après AUKUS, au niveau opérationnel, au niveau scientifique. Là, donc, j'étais invité via l'association AFRAN pour de la recherche au niveau bilatéral. Dans les questions environnementales, et pour preuve, là, j'ai participé à un groupe de travail, c'était le think tank AP4D australien, qui travaillait, et donc leur note est en ligne, leur rapport, sur comment améliorer les questions, les relations franco-australiennes. Et il disait justement que cette idée de troisième voie française les intéressait. Il y a aussi ce Pacific Quad, on parle du Quad américain, mais il y a le Pacific Quad
et la France en fait partie avec Australie et Nouvelle-Zélande aussi. Il y a les accords France, FRANZ. Bah, c'est pas qu'un acronyme, ça fait quand même 30 ans que Australie, Nouvelle-Zélande, France travaillent ensemble sur la question humanitaire. Il y avait l'initiative Kiwa aussi, c'était sous l'impulsion du président de la République avec Australie, puis d'autres pays, Canada, Nouvelle-Zélande, sur l'environnement. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses faites et donc l'Australie est amenée à jouer un rôle. Mais alors, quand je vous parlais de toutes les options pour ces pays qui cherchent justement une voie alternative, parce que je sais que la troisième voie, ça pose souci. Ouais, mais il n'empêche que la troisième voie, l'expression a été confirmée par le président Macron et qu'elle fait sens quand même, quelque part, pour tous ces pays. Et alors, je ne sais pas si on a un petit peu de temps là pour évoquer le cas de la France. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Last but not least, notre bouquet final. Mais Voilà. non, mais la France, parce que souvent on a l'approche Indo-Pacifique, mais si on zoome sur le Pacifique, ça reste quand même 60% de la ZE française, donc c'est énorme. Euh, c'est des forces militaires. Alors je voyais là, c'est 1700 hommes à la louche, un peu moins hein, en Nouvelle-Calédonie, 1200 en Polynésie française, parce qu'il faut bien comprendre qu'on a un amiral à Papeete en Polynésie française qui gère sa zone autour de la Polynésie française et les relations avec tous les États d'Asie-Pacifique, et un général à Nouméa qui, lui, gère sa zone et les relations surtout Australie-Nouvelle-Zélande, en schématisant très, très rapidement. Mais donc voilà, donc il y a une ZE, il y a des forces militaires, donc il y a les territoires, évidemment. Euh, alors, il y a les collectivités d'outre-mer, Polynésie française, Wallis et Futuna. Nouvelle-Calédonie, eux, c'est une collectivité à statut particulier, mais bon, ça reste des territoires liés à la France. On a des officiers de liaison, notamment auprès de la 7e flotte, je crois, à Hawaï. Il y a ce réseau des gardes-côtes du Pacifique Sud qu'avait demandé Emmanuel Macron, donc est passé en Nouvelle-Calédonie là en 2023, mais il était déjà allé aussi à Tahiti en 2021, donc l'air de rien, ça fait quelques séjours présidentiels. Et donc, il avait appelé à mettre en place ce réseau. Je crois qu'il existe toujours, mais sous un autre nom. On a une nouvelle ambassade qui va être au Samoa, sachant que pour l'instant, des ambassades, on en a une toute petite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on en a une au Vanuatu aussi, et puis donc Australie, puis Nouvelle-Zélande, qui grossit pour les îles Cook. Euh, on a aussi ce projet d'académie du Pacifique à Nouméa pour former des militaires. Alors ça, je ne sais pas, mais ça serait un levier intéressant en termes de soft power, de diplomatie de défense à soutenir, à surveiller. Et non, et surtout la France, elle a aussi, en plus d'avoir des idées, donc, elle a des soutiens parce que la France, comme dirait l'autre, elle n'est pas seule. Il y a l'Union européenne aussi au soutien. Alors, le projet Global Gateway pour défier la BRI, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a l'Europe. Je sais que le précédent ambassadeur pour le Pacifique de l'Union européenne était quoi, brillant et puis donc avait sillonné de toute la région. Il y a l'AFD, simplement pour mémoire, je me permets de la signaler, l'Agence française de développement, qui fait un gros boulot depuis la Nouvelle-Calédonie et qui maintenant ouvre des postes aussi, un au Vanuatu, et puis il devrait y avoir d'autres postes dans la région. Donc, vous voyez, quand on parle de l'aide au développement chinoise, etc., d'ailleurs, est-ce que c'est de l'aide ou pas, comment la qualifier? Bon, ben, la France n'est pas dans le reste. Et puis, donc, il y a toutes ces visites présidentielles que j'évoquais, ministérielles aussi. Et puis, pour information, c'est peu connu, mais on a un ambassadeur pour le Pacifique. Et alors, auparavant, cet ambassadeur pour le Pacifique était basé au Quai d'Orsay, donc ce qui posait, on revient à la tyrannie des distances. Et là, maintenant, cet ambassadeur, qui est d'ailleurs une ambassadrice, ou ambassadeur, je ne sais pas, est basé à Nouméa, donc ce qui va faciliter les choses. Alors, ça, c'est les points forts, mais il y a, pour être encourageant, il y a des axes de progression, on va appeler ça comme ça, mais c'est vrai que souvent, il y a une impression de top-down, quoi. Ça vient de Paris, et puis on tire l'élastique jusqu'au Pacifique, puis après, poum, ça revient à Paris, que ce soit les visites ministérielles, présidentielles, les déploiements militaires, même, on a eu des rafales qui sont venus, c'était formidable hein, d'envoyer des rafales en moins de 40 heures, je crois. Bah oui, mais après, ils sont repartis. La mission Jeanne d'Arc, elle est venue aussi, mais bon, elle est repartie. Le sous-marin nucléaire d'attaque, là, Emeraude était venu même jusqu'à Guam, hein, c'était extraordinaire, ceci comme mission, mais il est reparti. Alors bon,
heureusement, on a maintenant des nouveaux patrouilleurs. Le premier, là, les POM patrouilleurs outre-mer, ça va être pour un PAPT, Nouvelle-Calédonie aussi. Donc, ça devrait aider. Et puis, autre axe de progression, pour en avoir parlé avec des diplomates, c'est la question de l'harmonie diplomatique entre les collectivités d'outre-mer, ou un statut spécifique, et puis Paris. Euh, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française sont membres du Forum des îles du Pacifique. La France, elle observe. Mais alors, du coup, quand Biden invite les chefs de l'exécutif, que fait le Quai d'Orsay? Alors, on nous dit oui, oui, mais c'est prévu dans les textes, il y a des réunions en amont, certainement. Mais comme on aborde les questions sécuritaires glissent vers ce qu'on appelle la sécurité humaine, la différence entre ce qui relève du régalien de Paris et le reste est de plus en plus ténue et poreuse. Donc, on pourrait y avoir quelques soucis. Et puis, tôt ou tard, il faudra gérer la question des mouvements autonomistes, notamment donc en Nouvelle-Calédonie. Alors certains, quand on parle de troisième voie, il y a aussi l'idée d'une troisième voie pour la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire euh, pas de l'indépendance, pas une souveraineté française, mais quelque chose entre les deux, être imaginatif, comme ce qui se passe aux îles Cook. Et en Polynésie française, par exemple, c'est un indépendantiste, oui, mais apparemment, il est plus, là, la question, le focus, il est plus sur les questions économiques. Mais bon, il faudra quand même régler toutes ces questions. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, alors là, c'est pas axe de progression, mais on est plus dans la prospective, mais il y a nos amis Jérémy Bachelet et Céline Pajon qui avaient publié pour l'IFRI un papier, et dans la dernière partie, il y avait ce questionnement très en vogue, et on l'entend sur place, le découpage entre Al-Indien, donc pour l'océan Indien, Al-Passi, et puis ce général des forces armées en Nouvelle-Calédonie, et puis ce trou au milieu en Asie du Sud-Est, alors est-ce qu'il n'en faudrait pas un à Singapour, et puis est-ce qu'il ne faudrait même pas aussi plus d'étoiles pour être en vis-à-vis avec les Américains. Donc voilà, donc tout ça, c'est des questions en suspens. Alors, peut-être juste pour conclure, dans toutes les options, autres que Chine et États-Unis. Donc, on a parlé de Japon, Inde, Australie, France, avec avantages, inconvénients, d'accord. Et si finalement, la voie de sortie, c'était pas le Sud lui-même, et là, je pense, là, il y avait ce bouquin ce livre de Badi, là, Quand le Sud réinvente le monde, essai sur la puissance de la faiblesse. Et c'est vrai, on se retrouve finalement avec des pays qui vont dicter un peu l'agenda international. Euh, Ces pays, j'entendais, c'est 0,23% des émissions de CO2, et pourtant, c'est les premières victimes du réchauffement de la planète. Le Vanuatu a été très actif auprès de la Cour internationale de justice pour demander un avis consultatif sur ces questions-là à l'ONU. Il n'y a qu'à voir, regarder des photos. Moi, je voyais des photos de Tarawa, la capitale de Kiribati. Mais je veux dire, mais on est au niveau de l'eau, et à la première vaguelette, on est inondé. Donc, c'est vraiment des problèmes prégnants au jour le jour. Et donc, il y a des connexions sud-sud. Moi, ça a quelque chose à explorer. L'ambassade d'Indonésie en Nouvelle-Zélande qui fait beaucoup d'Indonésie en Nouvelle-Zélande qui fait beaucoup sur le Pacifique. Ce triangle de corail là avec Malaisie, Philippines, îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a aussi des initiatives et donc des connexions sud-sud. Il y a cet expert qui parlait de la pêche illégale en océan Indien en disant vous devriez suivre l'exemple de ce qui s'est fait dans l'océan Pacifique. Et il appelait à une connexion océan Indien, océan Pacifique. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'à voir, même d'un point de vue géographique, ce qu'on appelle l'Indian Océanie, Seychelles, Maurice, Madagascar, Réunion, même l'Asie du Sud-Est insulaire, quelque part, et puis le Pacifique Sud, il y a une certaine cohérence. Donc voilà, donc il y aura des choses à suivre. Juste pour information, je voyais que le Premier ministre fidjien a appelé à l'établissement d'une zone de paix dans sa région. On ne pourrait pas se quitter sans parler effectivement de la déclaration de Boé en 2018, qui a donné lieu ensuite à ce qu'ils ont appelé la 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent, donc une stratégie pour 2050 pour ce qu'ils appellent le continent du Pacifique bleu. Il y a des racines culturelles, voire spirituelles à tout ça, mais donc aussi diplomatiques, et donc un appel aux pays du Pacifique Sud à être leader en termes de zone pacifique. Merci beaucoup pour tous ces éclairages que vous avez su rendre vivants en nous donnant beaucoup de références qui vont
nous permettre, à nous auditeurs, de poursuivre par des lectures. Donc vraiment, c'était extrêmement intéressant et ça nous appelle à vraiment creuser un peu plus profondément sur une zone qui ne va pas manquer de venir sur le devant de la scène de l'actualité. Eh bien, il me reste également à remercier nos auditeurs pour l'intérêt qu'ils porteront à ce programme. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast d'Amarante International sur l'Indo-Pacifique. Merci à tous. Au revoir. Merci.